Mon invité, c'est Pierre Millet-Belando. J'accueille aujourd'hui un invité qui va nous faire découvrir l'envers du décor des chaînes d'infos continues. Il a signé ce livre, La fabrique des news. C'est Pierre Millet-Belando qui est notre invité. C'est un journaliste passionné. Comment ça va, Pierre ? Ça va très bien. Le cadre est cosy, l'invité partant et moi, je suis l'autre chaleureux. On va découvrir ce que tu as vécu pendant quelques années. Ça n'a pas duré très longtemps, 3-4 ans ? L'info en continu pure, ça a duré 3 ans. Ça a été une expérience hyper intéressante, très formatrice pour moi, parce que c'est aussi des rythmes de travail qui sont hyper intéressants. Ça a aussi défini le cap de ce que, aussi, quelque part, je ne voulais plus faire dans ma carrière. Et voilà quoi. Alors, ce qu'on voit dans le livre, c'est un roman, tu appelles ça roman graphique, mais c'est vrai à combien ? À 90, 80%? Un peu moins. C'est une satire, donc c'est humoristique. Et du coup, je me sers de la base de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu lors de 2 expériences, à BFM TV et à C'est dans l'air sur France 5, qui tous les deux touchent aux news, ce qu'on appelle le news de manière d'un peu différente. Je les ai compilés et du coup, j'ai créé une chaîne fictionnelle, mais en tout cas, c'est mon parcours à la base. Ouais. Et je me suis amusé avec mon parcours, avec les gens que j'ai croisés, j'ai exagéré les traits, j'ai voulu faire une satire solide, quoi. Voilà, la chaîne s'appelle News TV à l'intérieur. On pourra y mettre la chaîne qu'on veut. Alors on va commencer à te découvrir tout petit. Tu as 2 ans sur cette photo et tu as déjà un appareil photo à la main. C'est venu très jeune, ton envie de faire du journalisme. Alors déjà, il faut souligner à quel point je suis adorable sur cette photo. C'est vrai, tu es très mignon. Tu es très très mignon. Mon envie, alors l'appareil photo, c'est surtout que mon père prenait beaucoup de photos quand j'étais petit et du coup je m'amusais avec son appareil photo. L'envie du journalisme, elle est venue assez rapidement. Même, je pense que beaucoup d'étudiants journalistes en journalisme ou de journalistes ont eu cette envie rapidement. Et moi, elle est venue parce que j'adorais le foot au collège et que j'étais nul au foot et que du coup j'ai cherché un moyen de faire partie du monde du foot et ça a été le journalisme qui est venu m'intéresser et chemin faisant, ça a fixé un cap à mes études, à tout. Ouais. Et j'ai voulu devenir journaliste et quand je suis arrivé à la fac, c'est plus que le foot qui m'a intéressé. Ouais. Géopolitique, l'international, tout ça, et j'ai tout fait dans mes études pour pouvoir devenir journaliste. Ouais. Parce que souvent, il y a un peu des dynasties de journalistes. Toi, il n'y avait personne dans la famille qui l'était. Non, mais c'est même les 90% des journalistes ne sont pas forcément des fils d'eux ou des filles d'eux. Les fils d'eux ou les filles d'eux sont souvent à des postes qui sont aussi plus connus. On les voit à la matinale de France Inter et tout. Il y a des dynasties, mais c'est pas du tout que ça, quoi, ce métier. Ouais. Alors, tu as parlé d'études. Alors, ça va peut-être en réjouir plus d'un qui nous regarde. Là, il paraît que tu étais un élève très moyen. Ouais. Et pourtant, tu as réalisé ton rêve. Comment est-ce qu'un élève moyen arrive à rejoindre l'école de journalisme de Lille pour toi, qui est quand même assez exigeante, tu me sembles. Hein. Oui, déjà, ça a commencé par une prépa hors de prix payée par mes parents pour pouvoir intégrer l'école. Non, c'est aussi, et ça, je pense aussi qu'il y aura pas mal de gens qui se retrouveront là-dedans, que j'ai toujours un peu navigué dans les études. J'ai jamais été mauvais, mais j'ai jamais été hyper épanoui à l'école. Et là, il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Et qu'en fait, je me suis, je pense, pas mal donné les moyens de pouvoir y arriver. Et surtout, voilà, comme je le dis, je me suis mis à traiter des sujets qui me passionnent, enfin. Ouais. Et ça s'est confirmé quand je suis allé à l'école, où je pense que personnellement et humainement, je me suis épanoui vachement. Quoi. Voilà, quand on se trouve, on c'est un peu ça, effectivement les moyens pour arriver à son but. Tu as choisi la télé spécifiquement, parce que vous avez plusieurs choix, presse écrite, etc. Pourquoi la télé en particulier pour toi ? La télé, parce que c'est le journalisme que j'ai toujours consommé. C'est-à-dire que j'ai toujours regardé le 20h avec mes parents, de la 2, j'ai toujours regardé Envoyé spécial dans mon salon. Mon contact avec le journalisme, c'était beaucoup la télé. On avait aussi la presse écrite à la maison, donc j'ai aussi pensé à la presse écrite, et on écoutait la radio. Voilà, logiquement, en arrivant à l'école, c'est vers la télé que je me suis orienté, parce que
c'est aussi ce que je regarde, quoi. On me pose une question très incongrue, c'est quoi ton numéro de carte de presse? Tu l'as 122 035. Ouais, voilà. Ça, c'est un truc que tous les journalistes connaissent par cœur. Oui, et ce qui est marrant, c'est que maintenant, je suis du coup réalisateur, je fais du documentaire, et que pas mal de journalistes deviennent intermittents du spectacle à ce moment-là, donc perdent leur carte de presse. Oui. Et je pense que ce serait un déchirement pour moi de perdre cette carte de presse, qui en plus me permet d'avoir une vraie niche fiscale lors de ma déclaration des impôts. Oui, ça peut être aussi intéressant. Dans ton livre, il y a un personnage que tu cites régulièrement, qui est un phare pour beaucoup de journalistes, c'est Albert Londres. Tu nous rappelles qui il était et pourquoi tu t'inspires de lui? Je peux le définir comme je le définis dans le bouquin, c'est-à-dire que c'est un peu le Pelé du journalisme, dans le sens où c'est le plus grand des noms. Et en même temps, à l'époque, c'était pas tout à fait le même sport qu'aujourd'hui. Mais Albert Londres... Du 19e, 20e, avec lui, fin 19e, début 20e. C'est ça, et c'est lui qui enquêtait sur le bagne, c'est lui qui enquêtait sur les asiles de fous, sur le Tour de France, et c'est un journalisme totalement nouveau à l'époque, et qui a fait bouger les choses, et Albert Londres est devenu cette figure tutélaire du métier, qui, moi, dans mon récit, me permet d'incarner l'idéal du métier. Ouais. C'est-à-dire que notre personnage qui arrive dans ce monde un peu compliqué du journalisme a un modèle, c'est Albert Londres, et c'est un modèle qui se manifeste quand ça va et qui disparaît quand ça va pas trop. Ok, et ce personnage s'appelle Guillaume. Est-ce que Guillaume, c'est toi ? Guillaume, c'est pas forcément moi. Guillaume, c'est un peu moi, parce que je me suis servi de ma façon de réfléchir et tout, pour le créer. Et en même temps, pour le bien du récit, j'avais besoin d'un personnage qui cartonnait dans l'info en continu, qui du coup se prenait au jeu et remettait beaucoup moins les choses en question que moi je l'ai fait à l'époque. Parce que moi, dans l'info en continu, j'y ai fait 3 ans, donc c'est pas rien. Mais par exemple, en direct, quand on m'envoyait en duplex et tout, j'ai jamais été très très fort. Donc j'ai créé un personnage à qui ça correspondait plus, ce mode d'information, pour le mettre vraiment en face de ses contradictions quand il commence à devenir célèbre, quand il commence à avoir du succès et tout. Moi, j'ai jamais eu de succès dans l'info en continu. Je me suis senti très mal à un moment et j'ai dû partir. Ouais. Alors justement, on va essayer de scanner les coulisses de cette chaîne info. En sortant de l'école de journalisme, tu vas arriver à... On peut donner le nom de la chaîne ? Ouais, c'est à BFM TV, oui. Ouais, BFM TV. Tu peux nous raconter ton premier jour là-bas et ce qui se passe dans ta tête ? Je peux complètement raconter mon premier jour là-bas, qui est un premier jour assez spécial parce que du coup, c'est de la matinale. Donc je suis très zélé, je pense que je me réveille à 1h du matin. J'étais dans le 18e, il fallait aller à Porte de Versailles. Ouais, c'est soit tôt dans la matinée, soit tard dans la nuit pour un réveil de... Ouais, c'est ça. Et donc du coup, je me lève très tôt, j'y vais, mes parents m'avaient prêté leur voiture, je l'emboutis sur... ça se dit emboutir ? Oui, absolument. Oui, je l'emboutis sur le parking de BFM TV parce que je suis épuisé, stressé et tout. Et j'arrive à ma première matinale et j'ai eu la chance d'avoir été accueilli par une équipe... très très sympa, quoi. Très sympa. Ouais, en fait, par le rédacteur en chef qui a été un mec adorable et avec qui je suis toujours en contact, par une équipe un peu grognonne parce que tu me dis très sympa, mais moi dans le bouquin, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui grognent, des gens un peu bien sûr, les gens qui t'accueillent aussi, non ? Oui, bien sûr. En fait, c'est des gens qui sont épuisés, donc ils bossent tôt le matin, dans la nuit, ils sont devant leur... En fait, ils font du desk. C'est ce que je dis dans le sujet, c'est-à-dire que dans la BD, le desk, c'est quand on est assis sur une chaise et qu'on monte des images et que du coup, on fait des reportages, mais sans bouger de sa chaise. Sa chaise. Donc c'est du travail de bureau. C'est du travail de bureau, c'est méga frustrant, ça peut être top par moment, mais c'est des gens, là, quand j'arrive dans cette réaction, qui sont là en permanence, donc leur vie, c'est ça, et surtout, c'est très frustrant, puisqu'ils ne goûtent pas au terrain. Au terrain, qui est un peu notre raison à tous de devenir journaliste. Et en même temps, il y a les 2 présentateurs qui, eux, sont un peu sur une autre planète. Mais il faut imaginer, au milieu de la nuit, une rédaction très compacte. Ouais. Et moi, j'arrive dans ce petit monde. C'est pour ça que je dis que je suis bien accueilli. C'est que je suis là et puis on m'intègre directement. Et on me dit, vas-y, Pierre, t'as un sujet, machin truc. Et autour de moi, on est tous sur une grande table. Alors que c'est une grande chaîne, BFM TV. On est tous dans... je dirais, une 50aine de mètres à la ronde à bosser ensemble, quoi. Ouais. Tu as un peu de sueur froide parce que dès le premier jour, on te demande de faire un sujet qui va passer à l'antenne. C'est ça, tu n'es même pas en entraînement. C'est ma première tricherie par rapport à la réalité. C'est que moi, je crois me souvenir qu'il n'a pas été diffusé. En fait, moi, je suis arrivé en stage et du coup, j'ai découvert et on m'a donné un gros truc à monter pour que j'apprenne à faire le montage et le truc. Ouais, et je pense que j'ai passé une semaine à faire des sujets un peu dans le vide pour me familiariser avec tout ça. Et mon premier sujet a été diffusé, je crois, au bout d'une semaine et demie, et c'était sur le cours de l'or.
Donc voilà, mais je m'en souviens. Et j'étais très très fier de le voir passer à la télévision. Et il était comment ce sujet? On t'en a fait. Je pense qu'aujourd'hui, il a très très peu d'intérêt. Non, j'en ai pas un souvenir incroyable. Non, le premier truc cool que j'ai couvert au desk, c'était les attentats lors du marathon de Boston. Okay. Qui avait été une actu assez chaude et qui, alors que j'étais en stage, m'avait offert un moment de journalisme hyper intéressant où tout le monde se concentre, il y a un effort collectif qui est hyper intéressant. Tout en travaillant à distance, on est d'accord, à partir d'images. On reçoit les images des États-Unis, on monte en direct, on a les nouvelles, on passe des coups de fil, et ça, c'est les moments grisants du métier, quoi. Ouais. Tu vas faire tes preuves au desk pendant combien de temps avant qu'on te lâche sur le terrain? Parce que ça, c'est un peu le Graal quand on te dit « Ok, maintenant tu sors du bureau ». Ouais, alors moi, j'ai fait 1 an à la matinale de BFM, du coup. J'étais leur joker de luxe, mais ça veut dire que je bossais tout le temps. Dès qu'il y avait un remplacement, je le remplaçais. Et donc, du coup, ça, je l'ai fait pendant 1 an. Après, j'ai commencé à dire que je voulais partir sur le terra. Mais ce qui était très classique. Joker de luxe, ça veut dire que tu présentais Ah non. Non, joker de luxe, pardon. Ouais. C'est vrai que dans le métier, on dit ça des présentateurs. Non, j'étais un joker de remplacement des deskers. C'est-à-dire qu'il y avait un pool de 4 deskers. Et que dès qu'un était en vacances ou machin, c'était moi qu'on appelait. D'accord, okay. Et donc, du coup, je faisais beaucoup de remplacements. J'y étais presque à temps plein, en fait. Okay. Et ça a été une vie de matinalier de 1 an. Et ensuite, j'ai demandé donc à partir sur le terrain. Et comme beaucoup de journalistes qui faisaient du desk, parce qu'au bout d'un moment, on en a ras le cul de faire du desk, parce que c'est insupportable, que c'est fatigant et qu'on a envie de respirer l'air extérieur. Et on m'avait dit, bon, t'es un peu jeune, t'es un peu impatient. Hein, fou. Ouais, voilà. Et non, on m'avait dit, qu'est-ce qu'on m'avait dit? On m'avait dit, il faut être patient dans ce métier. C'est une scène que j'ai retranscrite dans la BD d'ailleurs. C'est-à-dire, vous les jeunes, vous n'êtes pas patients, vous voulez tout de suite et tout. Venant de gens qui étaient au bureau, au desk, justement, depuis des années et des années. Non, ça vient au contraire de ceux qui ont les meilleurs postes et qui en fait, ont goûté un journalisme d'autrefois où, en effet, tu partais, tu trucs, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde sur le marché du travail et ça tourne un peu plus comme une usine, quoi. Et donc, du coup, ils ont fini par me faire partir. Et la première fois qu'on m'a fait partir sur le terrain, je m'en souviendrai toujours, je ne l'ai pas mis dans le bouquin, mais c'était au salon de la lingerie de la Porte de Versailles. Je ne sais pas si c'était une blague ou pas de la part de la rédaction en chef, mais du coup, je suis allé enregistrer des plateaux, donc des trucs incarnés, sur des sous-vêtements et des choses comme ça. C'est un peu un baptême du feu, là. Je pense, peut-être. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Sans doute que oui. Ce que tu racontes dans le livre, qui est sous-titré quand même La fabrique des news, le journaliste à la chaîne. C'est vraiment une sorte d'usine où on va commander de l'info toute la journée. On verra qu'il y a aussi un storytelling qu'on essaie de mettre en place avec une liste de courses. Tu m'expliqueras ce que c'est. Mais la première approche, une des premières approches que tu as, c'est l'Assemblée nationale. Et là, tu me dis c'est une grosse désillusion. Alors, l'Assemblée nationale, c'est quelque chose auquel j'ai goûté assez dans l'air quand j'y suis retourné plus tard. Mais oui, l'Assemblée nationale, c'est la salle des 4 colonnes en tout cas. C'est un lieu qui, journalistiquement, est assez terrible. On arrive dans cette grande salle, les députés viennent s'ils veulent, c'est pas du tout un passage obligé. On est tous là avec nos micros, et en fait, s'ils viennent là et s'ils acceptent de répondre à une question, c'est que leur réponse est prête, et qu'on n'a aucun pouvoir de contradiction. On peut pas acculer un politique aux 4 colonnes. Donc on est une sorte de car touriste qu'on largue dans une pièce, et puis on pose nos questions à qui veut. On a les attachés de presse qui viennent nous voir et qui nous disent est-ce que tu fais un petit commentaire sur la réforme des retraites de tel député, un peu de droite, un peu de gauche, machin truc. Et donc nous, on tend le micro. Et ce que je raconte dans le bouquin, c'est là où intervient la satire. C'est que on peut littéralement laisser les politiques nous dire leurs trucs, et puis nous, on n'a pas de questions à poser, parce qu'ils savent pourquoi on est là, c'est les polémiques du jour. Je vais même te dire, il y a un truc qu'on a fait à un moment assez dans l'air avec un collègue, qui a plus ou moins fonctionné, mais qui était assez marrant. C'était quand on interviewe un politique, c'est juste de le regarder avec notre micro et de dire alors, et donc, et en fait la réponse fut toute seule. C'est le déclencheur. Mais donc, et là ça lance. Et on remettait une petite pièce dans la machine. Et pour moi c'est ça les 4 colonnes, c'est-à-dire qu'on est là pour tenir le micro à des hommes politiques ou à des hommes et des femmes politiques qui sont là pour raconter leurs trucs. Et puis surtout, il faut les sélectionner. Moi, on m'a déjà dit, des rédacteurs en chef, qu'un tel n'était pas assez connu, un tel n'était pas assez une figure du moment. Donc, il ne faut pas aller interviewer le député PCF de je ne sais où qu'on ne connaît pas. C'est ça. Donc, c'est là où on cherche, et c'est évident que c'est une course à l'audience. Il y a plusieurs chaînes d'infos continues. Il faut toujours essayer de concurrencer, et donc d'avoir le plus connu, celui qui va susciter le plus d'émoi, etc., dans l'actualité du moment. C'est là où on en vient à ce que tu appelles la liste de courses. C'est-à-dire que quand tu pars sur le terrain, on te demande, en gros,
ça s'appelle la fabrique des news, de fabriquer un reportage tel que le rédacteur en chef, par exemple, va le concevoir. C'est pas ce que tu vas observer sur le terrain. En fait, ce journalisme-là d'observation, il n'existe plus trop. C'est-à-dire, quand on traite l'actualité, tout coûte tellement cher et il y a tellement peu de risques qui sont pris par les rédacteurs en chef qu'on nous envoie sur le terrain. Nous, on doit les rassurer. Il y a quelque part, c'est un peu compréhensible. On doit leur dire ce qu'on va ramener. Donc oui, c'était pas forcément à BFM TV, mais moi, j'ai eu 1 milliard de fois un chef qui me dit bon bah écoute, tu pars dans le Poitou sur les gilets jaunes, tu nous trouves un mec en colère, essaie de voir une asso du coin, et puis après on fera une mise en relief avec tel spécialiste parce qu'il était dans un autre média, il est vraiment fort et machin truc. Donc nous, on arrive sur le terrain et on doit respecter cette liste de courses. Et pour le coup, cette formule de liste de courses, je pense qu'il n'y a pas un reporter qui traite le news qui l'a pas en tête. Elle existe pour tout le monde. Est-ce que c'est du storytelling ? Je suis pas sûr, parce qu'en fait, on traite de l'actualité, on traite des faits d'actu. Par contre, est-ce que c'est priver le journaliste de son individualité et de son rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il veut entendre, aux gens qu'il veut interroger ? Oui, et ça rend le reporter hyper frustré. Hyper frustré de se dire, mais en fait, je fantasme une période, Albert Londres, que je raconte dedans, où on nous dit, bon, écoute, tu pars 3 mois au nord du Congo, et puis tu nous rappelles, tu respires l'air du temps, on te fait confiance, mais on te fait confiance, c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas si ça n'existe plus, mais c'est peut-être un peu en voie de disparition, parce que les chaînes, on en revient aux audiences, mais ne peuvent plus laisser grand-chose au hasard, en fait. Ça t'est arrivé d'aller sur le terrain et de raconter quelque chose qui n'était pas exactement ce que tu avais vu, du coup, si tu respectes la liste de courses ? Non, parce que j'ai jamais menti, j'ai jamais triché. Par contre, je pense que ça a orienté, malgré moi, ma façon de faire le métier par moment et de poser des questions, parce que j'avais quelque chose qu'il fallait que je ramène. Albert Londres se moque régulièrement de Guillaume, qui est, on a bien compris, un peu toi, dans le livre. C'est quand, justement, il ne se respecte pas, entre guillemets, en tant que journaliste. Il a le cul posé sur une chaise toute la journée. Mais il y a 2 fois où il ne se moque pas de toi. C'est à l'occasion des attentats du 13 novembre, et à l'occasion des Gilets jaunes. Et alors j'aimerais que tu me racontes ces 2 événements que tu as vécus, mais que tu as vécu à la fois en tant que journaliste, mais en tant qu'humain. Le 13 novembre 2015, tu es où exactement quand tu commences à comprendre ce qui se passe ? Le 13 novembre 2015, moi je suis en répétition musicale avec mon groupe. On est dans le 11e, en plus à Paris, un groupe de journalistes, des copains d'école, et on fait notre répète et tout. On a le gérant du studio où on répétait qui vient nous voir, qui dit il y a une fusillade ou je ne sais quoi, on ferme le rideau et tout, et du coup on est dans le hall du salon, on est entre copains, et on regarde les nouvelles qui tombent et on voit un peu ce qui se passe. On ne peut pas sortir parce que le quartier est verrouillé. On textote chacun le rédac, il y en a un qui était à la 2, il y en a un qui était au Monde, moi j'étais à BFM à l'époque, et du coup je finis dans la nuit par aller directement à BFM pour faire des sujets sur ce qui s'est passé, pour refaire un peu le film de la nuit avec les interviews qu'on a, et ça c'est des moments de journalisme qui sont déjà très très forts. On arrive à la rédac, tout le monde est un peu choqué, et rapidement le lendemain, parce que ça tombe un samedi, et que les reporters ne sont pas forcément dispo, moi, je faisais un peu du duplex depuis un petit moment. On m'envoie devant le petit Cambodge pour faire des directs sur les premiers hommages qui arrivent en fait. Voilà, l'une des terrasses qui a été touchée par les terroristes. Donc c'est un moment qui est évidemment hyper fort. C'est un moment où moi je me souviens de taches de sang par terre par exemple. Que c'est quelque chose que je relate dans le récit, et c'est des moments où on enchaîne les directs, en même temps on pose des questions aux gens, on est vraiment sur du ressenti, et c'est là, et c'est ce que je souligne dans le roman, c'est là que le métier et même l'info en continu prennent sens. C'est-à-dire que là les Français ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Tout le monde est devant sa télé, on est encore sous le choc, on a envie de voir quelle est la réaction des gens à Paris, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ils viennent déposer des bougies. Et moi, c'était ça mon rôle ce jour-là, et c'était un rôle fantastique. Ouais. Alors, est-ce que à certains moments, tu as l'impression, on rappelle les chiffres de cette catastrophe, quand même 132 morts, plus de 430 blessés, est-ce qu'on a l'impression, déjà, d'être utile, tu me dis, en tant que chaîne d'info continue, là, tu as l'impression d'être utile véritablement ? Ouais, et en même temps, je réalise pas trop ce qui se passe. Franchement, je suis en mode news. Ouais. Je suis sur les derniers chiffres, sur les questions que je dois poser aux gens, sur les directs. Je pense que je suis très fatigué, mais comme tout le monde à ce moment-là.
Et surtout, ça dure plusieurs jours. Donc moi, je sais que je fais des directs pendant plusieurs jours, que j'arrête pas trop. Tu dors très peu. Je pense que je dors un peu, mais c'est pas forcément le métier qui me tient éveillé, c'est aussi l'actualité qui est folle. Et donc du coup, je me souviens très bien d'une scène, par contre, où j'ai fini mon moment de couverture de ce moment-là, et où je vais chez ma sœur, parce que je dois faire un babysitting ou je ne sais quoi, de ses enfants, et j'arrive, je m'écroule sur le canapé, et je fous BFM. Je commence à regarder, et je pense que c'est là où je me suis pris un peu une claque dans la tronche à réaliser ce qui s'est vraiment passé. À se dire, oui, mais putain, mais ok. D'accord. À voir les autres travailler, j'ai compris ce qui s'était passé. Parce que toi, tu avais une vision très partielle de ce qui se passait à Paris à ce moment-là. En fait, moi, j'étais centré sur Petit Cambodge et devant le siège de l'antiterrorisme. Donc, je faisais des allers-retours là-bas, j'étais la tête dans le guidon. C'est ça, en fait, ce que je pense qui s'est passé, c'est que j'avais la tête dans le guidon pendant plusieurs jours d'affilée sur un sujet fou. Et donc, du coup, j'ai pas eu le temps de dézoomer, de voir ce qui se passait, de me poser les questions à ce moment-là, quoi. Est-ce que sur des actualités aussi dramatiques, on se pose pas la question parfois, est-ce que je suis pas un peu un charognard? Parce qu'on se dit, il y a certains journalistes qui vont chercher le sensationnel, par exemple, dans ces moments-là aussi. Ça arrive? Je pense dans ces moments-là, moi, pas du tout, parce que là, j'ai le sentiment de traiter une actu. Après, dans ce que j'ai fait, moi, il y a des journalistes qui étaient beaucoup plus impliqués. Moi, je faisais des directs plutôt en surface. Peut-être que des journalistes qui ont dû aller contacter les familles de personnes décédées ou des choses comme ça ont eu ce sentiment-là, mais même là, moi j'estime que ça fait partie de l'information. Moi je me suis déjà senti mal à l'aise dans ce métier quand j'ai couvert un fait divers en Alsace et que je me suis retrouvé à aller frapper aux portes pour savoir si le monsieur qui était suspect, est-ce qu'il était bizarre ou est-ce qu'il était machin, et là c'est le moment où je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi. Dans ces cas-là, je sais pas, tu te sens sale, tu as envie de changer de métier? Non, tu te sens pas sale, tu te dis, tu dis c'est un peu con ce que je fais. En même temps, je comprends un peu pourquoi je le fais. En fait, le problème, c'est que l'actualité ne s'arrête jamais. Et à quel moment on a le temps de se poser, de se dire comment on peut réfléchir à faire les choses différemment. On peut aborder maintenant le chapitre des Gilets jaunes si tu veux. Je trouve que c'est le gros problème avec ce qui s'est passé lors du mouvement des Gilets jaunes. C'est à quel moment on a eu le temps, après tout ce qui s'est passé à ce moment-là, journalistiquement, entre médias, entre journalistes, de débriefer, de se dire qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Par exemple, moi, à cette époque-là, j'étais assez dans l'air sur France 5. Je suis hyper content du traitement qu'on a fait de l'actualité à ce moment-là. Sur les Gilets jaunes? Sur les Gilets jaunes, parce qu'on a privilégié le terrain. On n'a pas fait trop de raccourcis, on a eu des moments problématiques. Oui, parce qu'on se rappelle que pour les Gilets jaunes, les journalistes, alors tu parlais de BFM TV notamment, étaient mal vus. Là, tu travaillais pour France 5 à ce moment-là, pour C'est dans l'air. Tu as été malmené, on t'a craché dessus, on t'a tapé. Je me suis pris ce qu'on peut appeler une chiquette, une petite tape sur la tête. Oui, je crois que c'est pendant l'acte 3 où j'étais avec un collègue journaliste reporter d'image. Et la tension est énorme. Et on a un petit groupe qui se resserre autour de nous parce qu'on est trop près des barricades. Il y a la rumeur il y a des journalistes. Et une fois de plus, on est France 5. On n'est pas les plus problématiques. Et ça se resserre. Et oui, moi, je m'en prends une. Mais on portait des casques. Donc, je m'en prends une sur le casque. Et mon journaliste, mon compagnon a la bonne idée de dire allez, on se tire tout de suite. J'avais aussi voulu interviewer un Black Bloc. Un mec encagoulé et tout qui au bout de 2 secondes m'a dit tire-toi sinon ça va barder pour toi machin truc en me montrant des pavés qu'il avait dans la poche. Donc c'est des moments de tension extrême. Après moi la remarque que j'ai là-dessus c'est que je pense que du côté journalistique on s'est pas beaucoup posé la question de pourquoi les gens sont autant en colère contre nous. On n'a pas fait un travail d'autocritique qui me semble absolument indispensable. Tu l'as fait de ton côté ce travail? Pourquoi tant de suspicion? Pourquoi tant de haine même envers les journalistes à ce moment-là? Individuellement, je pense que beaucoup de gens l'ont fait, beaucoup de journalistes l'ont fait ce travail. Moi, je sais qu'à C'est dans l'air, on en parlait énormément entre nous, avec les chefs aussi. Je crois qu'à BFM, il faudrait vérifier, mais qu'il y avait eu un moment, le syndicat des journalistes qui avait demandé à discuter tous ensemble de comment on traite l'actu, parce qu'ils n'étaient pas très contents de certains trucs. Donc, individuellement, les journalistes se la posent, cette question. Et c'est toujours le problème on ne s'arrête jamais. C'est quoi? On ne s'arrête jamais, on a la tête dans le guidon,
prison, et du coup on a une vue partielle, comme tu disais tout à l'heure, pour les attentats, et on est un peu hors sol parfois, ce qu'on reproche aussi aux politiques. Quand on est monsieur et madame tout le monde, on se dit, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, ces gens. Ouais, et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème qui est l'anti-hors-sol, c'est le terrain. Parce que là, on rencontre les gens, on discute avec eux et tout. Et là, on va mettre le doigt là-dessus. Saint-Quentin-Fallavier, on est en 2019, début d'année, et là, tu vas avoir un vrai moment de grâce avec ce mouvement des Gilets jaunes. Parce que ça a pu très mal se passer, mais ça s'est très bien passé aussi ce jour-là. Une fois de plus, c'était des moments tendus quand on allait sur les ronds-points, ils n'étaient pas toujours contents de nous accueillir et tout. Mais là, on a un rond-point qui nous a accueillis, après un vote ou je ne sais quoi. On arrive et puis on discute avec les gens, on a passé 2-3 jours là-bas. Et oui, c'était formidable. Et c'était des interviews où les gens nous racontent leur vie, et des gens qui ne sont personne, en fait. C'est ça qui est bien dans ce métier aussi, c'est qu'on parle à des gens qui sont personne. On peut interviewer des stars toute la journée, ou des machins, ou des ministres, ou des trucs. Là, on parle à des vrais gens. Et moi, je me souviendrai toujours de ce moment où on est là, on discute, les gens se livrent, il y a des larmes qui coulent, et nous, on filme. Donc on pose la caméra, on laisse les gens parler, on disparaît, et là le travail journalistique est parfait. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand on oublie qu'on a cette mission-là, d'aller laisser parler les inconnus, qui est notre mission numéro 1. En fait, d'aller défendre le quotidien de ces gens-là. Et par exemple, en manifestation, ceux qui passent à la télé, ça c'est un des trucs que je souligne dans la Fabrique des News, c'est qu'à quel point le fait de passer à la télé change notre perception du métier. Parce que ça flatte l'ego, parce qu'on commence à se dire, on m'a reconnu à la télé, je passe dans les kebabs et les trucs. J'ai une image, ma mère est très fière de moi, elle me textote, mes copains m'ont vu et tout. Et je pense que ça change complètement la perspective qu'on a du métier. C'est-à-dire que... Ça a pu t'arriver à un moment d'avoir la tête qui enfle un petit peu momentanément? Oui, mais moi, je pense qu'il m'a suffi d'un duplex pour que le melon gonfle un peu. Ouais. Et je pense aussi que si j'avais eu un profil plus compétent dans ces moments de direct où je passe à la télé et tout, peut-être que j'aurais jamais fait cette autocritique. Moi, le fait est que quand je passais en direct, je déglutissais 12 fois à la seconde et j'étais stressé et ça n'a jamais été un moment agréable. Mais quand je passais avec mon duplex était bon et que je recevais des textos, évidemment, la piqûre d'ego, elle est énorme. Et c'est ça que j'ai cherché à décrire, notamment lors du moment des Gilets jaunes, c'est qui sont ceux qui continuent on passe à la télé, du coup on a un storytelling à faire, on va en manifestation avec des gardes du corps, on va sur les ronds-points avec des gardes du corps. Là, le journaliste, il est en décalage complet. Et certes, il doit se protéger quand on menace de le frapper. Elle n'est pas évidente, cette question, hein. Mais en même temps, notre but, vraiment notre seul but, c'est d'être sur le terrain avec les gens et les écouter parler. Quand tu disais que tu avais un casque tout à l'heure, c'était juste parce que tu venais en scooter ou parce que tu mettais un casque pour te protéger vraiment des manifestants? Non, on se protégeait. On avait des gilets pare-balles, des casques semi-militaires et des masques à gaz pour les violences qui venaient de l'autre côté. Ouais. Il faut signaler ça aussi, c'est que les flics aussi à l'époque, moi j'ai vécu des moments avec les flics pendant les manifestations où ils étaient, c'est presque ce que j'ai vu dans la vidéo de Mediapart à Sainte-Soline. Moi je l'ai vu en direct en manifestation, les mecs qui insultent tout le monde, qui lâchent des grenades sur tout le monde, qui font des charges. Mais alors, moi, je me suis retrouvé au milieu de charges. J'ai vu des gens comme mon père, comme toi, Eric, des gens lambda se prendre dans le dos un coup de flashball ou des trucs comme ça. Et ça, pareil, ça a été très dur de traiter ce sujet-là. Ouais, parce que c'était pas forcément mérité. Après, on comprend. Il fallait être objectif aussi sur le travail des forces de l'ordre. C'est compliqué mais ça a été dur à doser. Ceux qui maintiennent l'ordre. Ouais, ça a été très dur à doser, notamment lors des premiers mouvements des Gilets jaunes, où moi je me souviens très bien, quand on a commencé à couvrir les premiers actes des Gilets jaunes, qu'on a vu qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Pour le coup, ça, c'était un desk que j'avais fait à l'époque, où je reçois les images de la manifestation, et pour le coup, je vois que la police utilise des instruments sur les gens lambda qui sont chauds. Et je vais voir mon rédacteur en chef, je lui dis, écoute, là, il se passe un truc qui est un peu spécial, parce que je viens de voir un mec qui ressemble à mon père, où il n'y avait aucune menace, qui s'est pris un flashball dans le dos. Et je me souviens de la réaction de mon rédacteur en chef, qui a été de dire, oui, mais bon, là, on ne va pas être les seuls à en parler non plus. Grosso modo, si ce n'est pas dans le Parisien ou si ce n'est pas quelque part, nous, on ne va pas être les seuls à prendre un risque là-dessus, puisqu'en fait, l'audience, toujours, on ne peut pas prendre un risque. Alors que moi, ce n'est pas prendre un risque, je l'ai vu, j'ai vu ce qui s'est passé.
Ouais, et est-ce qu'on attend d'avoir l'avis d'un journaliste ou est-ce qu'on attend d'avoir effectivement l'avis de 50 personnes pour se dire, bon, oui, là, il y a vraiment quelque chose d'avéré? C'est la force de la télé. C'est-à-dire que la force de la télé, c'est que l'image, elle est là. Et que l'image, si c'est un mec de 60 ans avec sa moustache de papy qui se prend un flashball dans le dos, le fait est là. Ouais, il est sous nos yeux. C'est une image marquante, mais pour autant, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est une généralité? Je sais pas, mais ça a été très dur à doser. De toute façon, c'est aussi une scène que je raconte dans La Fabrique des News, qui est qu'au dîner de famille, et ça, tous les journalistes l'ont vécu, on avait ceux qui nous reprochaient d'être côté manifestants et ceux qui nous reprochaient d'être côté flics, et qu'on s'est retrouvés déchirés dans le truc, et ça a été très très malaisant pour beaucoup de journalistes. Beaucoup de journalistes, dans ma rédaction, ou que je connais par ailleurs, ont remis pas mal de choses en question après les Gilets jaunes. Ouais. Alors justement, ton livre se termine, me semble-t-il, sur les Gilets jaunes. Tu as fait, on a bien compris, une fiction avec ce roman. Donc tu étais à France 5 quand tu as traité les Gilets jaunes. C'est sur cet épisode-là que tu quittes la chaîne. Pourquoi, en réalité, dans la vraie vie, tu as quitté l'info en continu? Alors, je pars de BFM en 2016. En fait, j'ai groupé C'est dans l'air et BFM parce qu'au milieu, je suis parti à l'étranger et que j'ai voulu faire une histoire continue. Donc c'est vrai que j'ai groupé les deux. BFM, je pars parce que je suis plus heureux du tout. Que ma compagne me dit Pierre, là, quand on est malheureux, faut se tirer. Que aussi, je sens que moi, je me fais chier, ça m'intéresse de moins en moins et que du coup, je suis de moins en moins performant et que on me dit Pierre, on sent que tes sujets deviennent un peu moins bons qu'avant. Et dans ma tête, je me dis bah ouais, ils sont moins bons qu'avant. J'en ai ras le cul d'être ici. Voilà. Quoi. Et qu'est-ce qui a provoqué ce ras-le-bol? C'est le fait de justement pas avoir la main, la liste de courses? C'est ne pas envisager d'avenir, c'est de ne pas être très bon. En fait, j'ai aussi eu un moment où je me suis dit, mais en fait, t'es pas très bon là. Tu pourrais être bien meilleur dans d'autres trucs. Tu fais pas du vrai terrain, tu fais pas des choses comme ça. Donc, à aucun moment, je me suis dit, t'es nul. Mais je me suis dit... Là, tu t'épanouis plus du tout. Et aussi, il faut savoir que dans ce métier, dans toutes les rédactions, il y a des journalistes un peu nuages noirs qui sont pas heureux, qui sont frustrés, parce que c'est un métier de frustration énorme. Et moi, il y a eu un moment où j'étais l'un d'eux, et j'étais là, et je me disais, putain, il y a un truc, et du coup, on m'a dit, mais Pierre, là, t'es pas heureux. Et il se trouve que j'ai vu qu'il y avait un poste qui se libérait à l'étranger de correspondant. J'ai postulé et je suis parti et ça a tout changé pour moi. Alors, c'était une boîte de prod et il paraît que tu es parti sur un coup de bluff énorme. Ouais. C'était quoi ce coup de bluff? C'est un demi-coup de bluff. En fait, le rédacteur en chef m'avait beaucoup vu à la télé pendant le 13 novembre. Ouais. Après les attentats, du coup, il avait l'image d'un grand reporter de BFM TV, ce que j'étais pas du tout. Et donc, du coup, je dis oui, absolument, machin truc. En plus, je sais filmer, je sais tout faire, je savais pas. Et tu ne filmais pas parce que dans le livre, tu en parles, tu avais un vieux de la vieille qui était ton cadreur. Ah ouais. Et lui, il avait fait le monde entier, l'Afghanistan, etc. Ouais, il y en a des purs cadreurs dans ce métier. Mais moi, c'est vrai que j'ai bluffé pour avoir ce poste-là parce que je le voulais absolument. Et surtout, j'ai adoré mon rédacteur en chef là-bas et tout. Et donc, je suis parti et j'ai dû me former sur le tas à la caméra, tout ça. Et ça a été incroyable. Alors, qu'est-ce que tu faisais exactement en Amérique du Nord? Parce que tu as fait Canada, États-Unis. Exactement. C'était quoi ton job là-bas? Alors, mon job là-bas, c'est d'être au Canada dans un premier temps pour raconter ce qui s'y passe. Donc je suis le correspondant notamment de France 24 et d'Arte dès qu'il y a un reportage, dès qu'il y a un truc à faire, j'y vais. Bon, il n'y a pas beaucoup d'actu au Canada, il ne se passe pas grand chose, mais du coup c'était mener des enquêtes sur ce qu'on appelle les Premières Nations, donc les autochtones là-bas qui vivent souvent dans des conditions hyper précaires. J'ai même fait un fait divers en Terre-Neuve, dans des endroits incroyables. Je partais avec ma voiture. Avec ma petite caméra, je faisais tout seul. C'était beaucoup plus, quelque part, précaire que ce que je faisais avant. Et est-ce que c'était plus épanouissant? Mais c'était méga épanouissant. Je conseille à tous les jeunes journalistes, et je le dis quand je fais des formations, s'ils le peuvent, partir à l'étranger. Parce qu'en fait, on est les premiers sur place, on est les seuls sur place, et on couvre une actu qui est pure et dure. On ne répète pas ce qu'on a entendu dans une rédac, donc il faut qu'on le fasse aussi parce que c'était aux 20h et que machin, que truc. Non, on est là. Là, on est plus dans Albert Londres qui trempait la plume dans la plaie. Et on contacte Paris, on leur dit écoutez, là où je suis, il se passe ça. Je pense que ce serait intéressant de développer, oui, non, machin truc, et puis on y va. Ouais. Et on vit des rencontres, on vit des moments de fou. C'est un métier, et c'est pareil, c'est une branche de journalisme qui va très très mal, et et on coupe les coûts, les conditions sont de plus en plus précaires, et en même temps, moi j'ai adoré ça. Ouais. Ouais, là, on te voit en correspondant, donc. Si jeune.
depuis le Canada. Est-ce que tu as une anecdote, et je suis sûr que tu en as une, marquante sur l'un des reportages que tu as fait là-bas? Moi, j'ai entendu dire que tu avais été faire un reportage à un groupuscule d'extrême droite québécois, la Meute. Absolument. Ça, c'est un souvenir impérissable. Ouais, sur le fond et sur la forme, c'est un sujet qui avait été passionnant. En fait, au Québec, quand j'y étais, on sentait qu'il y avait une vague d'extrême droite qui grandissait, et c'était la Meute. Et la Meute, ce qui était marrant, c'est que c'est presque un petit monde par moment, le Québec. Je pouvais aller sur le Facebook des gens et voir, parce qu'il y avait des photos de loups ou de trucs comme ça, qui étaient de cette branche-là ou qui étaient solidaires avec la Meute. Il y a eu des tensions énormes là-bas autour de l'islam et des communautés musulmanes venant de la Meute. Et vient un jour où il y a eu un attentat dans une mosquée, où il y a un mec qui est rentré et qui s'est mis à flinguer tout le monde. J'ai le 20h de France 2 qui m'appelle, je commence à me pencher sur ce sujet, je fais beaucoup de directs pour France 24 et tout. Quand éclate tout à coup le Penelope Gate, donc Pénélope Fillon, cette affaire-là. Donc mon sujet est un peu déclassé, surtout que je suis au Canada et que ce n'est pas l'endroit le plus fascinant du monde. Par contre, France 24 me commande une petite enquête sur la Meute. Et alors là, je me retrouve à contacter les mecs sur Internet. Évidemment, c'est des mecs vraiment tatoués, les grosses barbes. C'est Sons of Anarchy, c'est du biker terrifiant. Et du coup, ils me disent, retrouve-nous à tel chalet au fin fond du Québec et tout. J'y vais, il neige, je suis tout seul dans ma voiture, c'est compliqué. Et je vois au détour d'un virage une sorte de gros barbu. Coucou, c'est nous, c'est par là, est-ce que tu veux un coup de main pour ta voiture? Bon, évidemment, je pense que j'avais la bonne couleur de peau pour qu'il s'adresse à moi comme ça. Mais du coup, j'y vais. On fait une interview et j'ai fait l'interview, ils étaient tous les 5, ils étaient très très stressés de passer à la télé. Donc ils étaient tous sur leur canapé, écoute, on pense que si, on pense que ça, voilà. Et puis j'ai fini l'interview, ils m'ont dit mais alors qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'on était clair? Est-ce qu'on était convaincant? Tu penses? Ouais. Puis je me suis tiré rapidement. Et mais finalement doux comme des agneaux, quoi. Exactement, c'était un peu des fascistes insecures, assez marrant, quoi. Voilà, qui se posaient plein de questions. Mais c'est le genre de rencontre qu'on fait quand on est vraiment sur le terrain et qu'on enfin, je sais pas, c'est des moments qui sont savoureux, quoi. Ouais. Combien de temps t'es resté là-bas et pourquoi t'as décidé de revenir en France? Alors, je suis resté 1 an au Canada, ensuite je suis parti à New York pour être correspondant là-bas aussi pour la même boîte de prod. C'était la première année de Trump, donc c'était fascinant. Ah oui. C'était Charlottesville, c'était les statues qu'on déboulonnait, c'était les rallyes et tout, c'était incroyable. Et c'est quoi ton souvenir le plus marquant, ton passage à New York? Je pense que c'est Charlottesville. Charlottesville, c'est des rassemblements plutôt des communautés afro-américaines. À l'époque où on déboulonnait beaucoup de statues et tout, et il y a un mec qui rentre dans tout le monde avec sa voiture bélier, qui tue plusieurs personnes. Et du coup, j'y étais allé, j'avais rencontré beaucoup de membres de la communauté locale, j'avais couvert les veillées et tout, et c'est des moments... pareil, journalistiquement, c'est des moments hyper forts. Alors, tu parles de journalistiquement, mais moi, j'aimerais que tu me parles humainement. Comment, quand tu vis les attentats du 13 novembre, quand tu es à Charlottesville, encore une fois, attentat, comment est-ce que tu reçois ça et comment tu le gères dans ta vie au quotidien, toi? C'est pas du tout un poids. Ouais. C'est pas quelque chose qui va me pousser à aller me confier ou à vider mon sac. Par contre, c'est des moments où je sens que quand j'y suis, je me dis, vas-y, tais-toi, filme, observe, reste de ton côté, fais ton taf en étant humble un peu. Et c'est aussi des moments où, tout à coup, on se dit, mais quel métier incroyable, en fait. C'est terrible, parce qu'on parle d'une actu qui est méga dure, mais c'est des moments où on se dit, quelle chance j'ai de couvrir un moment comme ça, de pouvoir parler à des gens, ils ont vécu le pire, ils acceptent de me parler, de comment on en est arrivé là, et de se retrouver, c'est peut-être un peu égocentrique, mais de se retrouver un peu témoin. Et être au cœur de l'actualité. Et être au cœur de l'actualité, mais de moments clés de l'actualité, de moments aux États-Unis qui font chavirer le pays. Et on se dit, quelle chance j'ai d'être là. C'est des moments de journalisme pur. Et je dis ça vraiment sans aucun cynisme. C'est-à-dire qu'on a parfaitement conscience de la gravité des choses, du poids que ça a pour les gens, pour les proches des victimes et tout. Mais c'est des moments où ça fait sens, quoi. Et tu arrives à te couper de tes émotions, où il est arrivé, par exemple, quand tu recueilles la parole
de victimes très, très émues de ce qui leur est arrivé, que tu craques toi aussi ou... Non, ça m'est jamais arrivé parce que c'est toujours la tête dans le guidon en fait. C'est ça. On bosse et je te dis, c'est peut-être après qu'on se relâche et qu'on se dit ah putain, c'est dur parfois. Non, j'ai jamais eu de moment. J'ai toujours beaucoup d'empathie. Je pense que c'est ce que je fais bien dans ce métier, c'est la vraie empathie que j'ai envers les gens. Mais ça me grignote jamais. Dans ce sens-là. Tu es fait pour ce boulot, comme un urgentiste, par exemple, qui voit des choses absolument abominables, mais ça fait partie du boulot. Ben, je ne sauve pas des vies. Tu ne sauves pas des vies. Et je gagne moins d'argent. Alors justement, parlons d'argent. Est-ce que ça gagne bien, un journaliste ? Parce qu'évidemment, on a toujours en tête les salaires des stars. Mais toi, par exemple, est-ce que tu en vis bien ? Est-ce qu'un journaliste, ça gagne de l'argent ? Alors, on va aborder les vrais sujets. Ça dépend énormément. Moi, maintenant, je suis pigiste, donc il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où ça va bien, mais c'est quelque chose d'irrégulier, c'est-à-dire que là, j'ai vendu un documentaire, ensuite je vais faire telle ou telle mission, donc c'est irrégulier, on peut me dire du jour au lendemain, on bosse plus avec toi, et en même temps, je fais de la télé, donc c'est pas non plus très très mal payé. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce métier, c'est la quantité de gens qui galèrent et qui font un super taf, ce dont on ne parle pas, et l'écart avec les stars de l'info qui me rend fou. C'est-à-dire qu'il est incompréhensible que le présentateur d'un journal gagne, ou la présentatrice gagne tant ou tant d'argent quand les journalistes en chient dans la chaîne et ont souvent des statuts précaires. Ça, c'est des trucs qui, profondément, pourraient peut-être me dégoûter du métier, tant j'ai l'impression que les médias ne captent pas... ils ont leurs contraintes, ils ont leurs dilemmes, évidemment. Rien n'est simple, mais ils ne captent pas le poids du différentiel de traitement et le fait aussi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que notre métier, notre première responsabilité, c'est d'aller voir les gens et surtout de savoir se mettre à la hauteur de tout le monde. Pour comprendre les problématiques. Et moi, le problème que j'ai, on parle d'argent, c'est que je pense qu'une partie des journalistes, sans doute les plus connus, sont complètement déconnectés du monde réel. Et ça se ressent. Ça se ressent dans des émissions, ça se ressent parfois dans le journal télévisé, ça se ressent... Et elle vient... Dans le choix des sujets par rapport à la starisation de ceux qui présentent, dans qu'est-ce qu'on va demander à des journalistes d'aller voir, telle ou telle problématique, certaines émissions, on va faire davantage des sujets... ou bien paysage. Je ne dis pas que c'est des sujets cons, mais les gens qui les commandent sont parfois déconnectés de la vie réelle. Et ça, c'est hyper problématique. Alors, est-ce que tu fais la différence ? C'est quoi la différence pour toi entre un journaliste et un youtubeur qui fait office de journaliste ? Parce qu'il y a des youtubeurs qui peuvent vraiment... tu parles d'Hugo Clément, qui peut... Bon, il n'est pas youtubeur, lui. Alors non, il n'est pas youtubeur, c'est vrai. Mais Hugo Décrypte, par exemple... moi, j'ai un rapport très ambivalent avec tout ça, parce que, en fait, moi, je me retrouve à 35 ans à me sentir un vieux con, j'ai le cul entre deux chaises, en fait. C'est-à-dire que j'ai une réticence de base pour les journalistes qui se mettent en scène, donc que ce soit Hugo Décrypte devant sa webcam... Pardon. Que ce soit Hugo Décrypte devant sa webcam ou que ce soit Charles Villa, pareil, qui va se filmer dans les mines auprès de travailleurs, mais qui se met en scène aussi. Moi, c'est quelque chose qui me va pas. Après, ce que je remarque aussi, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ont réussi, déjà qui traitent des sujets très souvent intéressants, et qui réussissent à séduire la jeunesse. Et que, en fait, c'est un dilemme pour tous les journalistes et toutes les rédactions, j'imagine pour la tienne aussi. Comment on parle aux jeunes et comment on fait pour leur parler. Et les jeunes sont très clients de ça. Donc moi, je me retrouve... D'avoir de l'info incarnée, tu veux dire. Exactement, méga incarnée. Est-ce que ça enlève quelque chose à l'info qu'elle soit incarnée pour toi ? Est-ce que ça la rend plus gadget ou est-ce que les messages peuvent être aussi percutants ? Je pense que les messages peuvent être très percutants. Je pense aussi qu'un docu bien réalisé, très incarné, avec une figure connue, peut en fait faire bouger les choses. Moi, le problème, c'est sur le sens du métier. Une fois de plus, pour moi, ce métier, c'est tendre le micro aux gens. Et c'est pas se filmer en train de le tendre. Et je veux pas que ce soit pris pour
des trucs de vieux cons. C'est juste une réflexion qui me semble hyper intéressante et que j'ai eue avec... là, j'ai fait une conférence à l'Université de Lille sur le bouquin et les jeunes sont plutôt ouverts. Bon, les jeunes, ça veut tout et rien dire, mais ils sont plutôt ouverts à cette discussion-là. C'est en effet le journalisme de demain, je pense, l'incarnation ultra poussée. Mais ça me fait toujours bizarre que personne dans ceux qui veulent devenir journalistes soit capable de me citer un journaliste de l'AFP en Égypte, en Chine, des gens qui en fait on ne connaît pas, mais qui font un taf de malade, qui sont moins bien payés. Les pigistes qui bossent à l'étranger, qui sont dans des zones de conflit, qui galèrent pour vivre, eux, on ne les connaît pas. Et c'est ça qui me pose problème. Alors que les correspondants à l'autre bout du monde, effectivement, c'est souvent eux qui font le plus gros du boulot. Alors en parlant de boulot, tiens, c'est son nom, Gilles Boulot. Sa place, elle est méritée parce que lui, pour le coup, ça a été un correspondant dans le monde entier. Il a vraiment été reporter de terrain avant d'avoir la place de star qu'il a aujourd'hui, puisque c'est le présentateur du journal de TF1. Après, à l'évidence, je suis personne pour dire qu'il a sa place ou qu'il n'a pas sa place. Mais il fait sérieux, il fait très sérieux. Parce qu'il a ce background. En fait, il a un truc que j'aime bien. C'est marrant que tu parles de Gilles Boulot. Il a un truc que j'aime bien, alors que je regarde quasiment pas le journal de TF1. C'est il n'est pas rigide, hein, mais il est comme ça. Il est carré, il fait sérieux. Et c'est vrai que c'est le journalisme que j'aime. J'aime le journalisme qui est dans la réserve, qui s'éclipse un peu, qui se retire au profit des histoires qu'on veut raconter, et pas forcément le journalisme qui demande à Marion Cotillard comment ça va après une rupture, par exemple. Voilà, on a la ref. J'ai pas dit de non. On n'a pas dit de non. Alors juste, aujourd'hui, tu as décidé de faire ce que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est ce qu'on pourrait appeler du slow journalisme, c'est prendre le temps comme on le faisait. C'est le temps long, du journalisme de temps long. Moi, je vais te dire, on pouvait partir 3 mois, tu disais tout à l'heure. C'est ce que tu fais aujourd'hui quand tu vas faire un documentaire, tu prends 2-3 mois parfois? Là, ça m'a pris 1 an et demi à faire. C'est du slow journalisme, Moi, l'énorme kiff que j'ai, c'est que là, j'ai fait un documentaire sur des seniors qui font du football en marchant. Les vieux dans les yeux. Les yeux dans les vieux. Et mon énorme fierté sur ce documentaire, c'est que personne n'est connu dans ce documentaire. C'est que des anonymes. Et en fait, tous les gens, tous les anonymes, quand on va leur parler, en fait, ils ont un truc de ouf à raconter. Ils ont leur vision. Moi, j'ai un veuf dans le documentaire. Il y en a un qui est malade. Il y en a un qui a un parcours migratoire incroyable. Et en fait, c'est selon moi la base de ce métier. C'est pas de demander à une star en plateau alors votre truc, votre machin, on s'en fout. En fait, et là, on parle aux anonymes, on les laisse parler. C'est des Français, ils ont des trucs à raconter. Et on découvre des choses qu'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que souvent les stars, on connaît beaucoup de choses d'elles. Là, on va vraiment vers des inconnus et on découvre des parcours. C'est ça l'intérêt pour toi du journalisme. Complètement. Et autant le service public, qui est quand même très gentil de m'inviter aujourd'hui, a ses problèmes. Autant là, ça va être diffusé sur France 3. Je suis hyper fier que le service public prenne un sujet comme ça. Et pour moi, c'est le sens du service public. De la même manière qu'à la radio, une émission comme Les Pieds sur Terre sur France Culture, qui raconte les parcours de gens qu'on peut qualifier de banal. Je fais de la télé, l'orthographe, c'est pas bon. Qui raconte le parcours de gens banals, à qui on n'irait pas naturellement forcément poser des questions. Et ça devient des histoires de fous. Et c'est génial. Alors, parmi les choses que tu as créé un podcast aussi qui s'appelle Breaking All News. Oui. C'était quoi l'idée de ce podcast ? Breaking All News, c'est 5 copains et une copine journalistes qui ont des sérieux doutes sur leur métier et qui ont envie de faire de l'autocritique en se marrant. Donc en fait, notre postulat de base... en se moquant un peu, c'est ça ? Que ça. Ouais. On n'a fait que ça, mais il y a des trucs de la fabrique des news qui sont un peu dedans. Hein. C'était s'imaginer, et si l'information en continu avait existé à l'époque des grands faits historiques. Donc on a fait... le premier épisode, c'était sur la fuite du roi à Varennes, par exemple. L'idée était venue notamment pendant les Gilets jaunes. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a l'Arc de Triomphe qui est vandalisé à un moment. Oui. Et ça fait l'actualité. C'est devenu le truc. Ils ont vandalisé l'Arc de Triomphe, ils ont vandalisé l'Arc de Triomphe. Sans rentrer de est-ce que c'est bien, dans le débat est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, je me suis posé la question, mais si on avait commencé à s'en prendre à la Bastille à l'époque de la Révolution et qu'il y avait nos 5 éditorialistes en plateau, qu'est-ce qu'ils auraient dit ? Excellent.
Est-ce qu'on s'en prend à un icône de la nation ? Est-ce que c'est un scandale absolu ? C'est quoi ce mouvement complètement débile où on s'en prend à une bâtisse légendaire ou machin truc ? Et du coup, à partir de cette idée-là, on s'est dit, construisons un podcast qui va imaginer ces situations-là par la satire. Et on a fait la ligne Maginot. Du coup, que les experts en plateau annonçaient comme étant imprenable, mais on sait ce que ça a donné. On a fait la découverte de l'Amérique, on a fait pas mal d'épisodes, on s'est vachement marré. On a eu un peu cet effet que j'ai eu avec la Fabrique des News de pas mal de gens qui nous ont dit qu'on disait un peu tout haut ce qu'ils pensaient tout bas par nos critiques et la satire et ce truc-là, mais on s'est bien marré. Ouais. C'est toujours disponible sur toutes vos plateformes. Tu n'évoques pas dans le bouquin quelque chose qui prend de plus en plus de place, c'est l'intelligence artificielle. Alors, journalisme et intelligence artificielle, est-ce que ça va pouvoir faire bon ménage ? Est-ce que toi, tu l'utilises, par exemple, pour tes reportages aujourd'hui ? ça t'aide ou pas ? Non, tu l'utilises pas du tout ? Non, et pareil, je pense que je suis un peu vieux con, mais je vois même pas trop comment je pourrais l'utiliser dans le cadre d'un documentaire. Pour gagner du temps sur la recherche d'infos, par exemple ? Non, on peut pas se permettre la recherche d'infos. J'ai même vu une étude qui disait que les gens passaient plus de temps à vérifier ce que ChatGPT leur avait dit plutôt qu'à tout ça. Il faut beaucoup vérifier. Bon, par contre, ça s'améliore, tu sais. Non, mais c'est une vraie question. Et c'est marrant que tu dis ça parce que avec mon dessinateur, on s'était posé la question de réfléchir à un autre roman graphique qui poserait ces questions du journalisme et de l'intelligence artificielle. D'imaginer un monde où en fait, l'algorithme nous livre du journalisme tout fait. Ouais. Et moi, ce que je pense profondément, c'est que le journalisme de terrain a la belle faculté de ne pas pouvoir être remplacé par l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, on va sur le terrain. Tu penses que ce ne sera jamais remplacé par l'IA ? J'en ai aucune idée, mais je pense que quelqu'un qui va sur le terrain pour recueillir la parole des autres ne peut pas être remplacé par une IA. Sauf si vraiment on arrive dans un monde de robots ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, rien ne peut remplacer le terrain et la valeur du terrain. Ouais. Je pense que par contre, dans tous les autres postes, toutes les autres catégories, ça va être de pire en pire. Pour la présentation, par exemple, un robot ferait l'affaire aujourd'hui ? Toi qui es Eric, est-ce que tu te verrais remplacé par un robot ? Moi, je ne vivrais pas le même moment, en tout cas. Non, c'est sûr qu'on ne verrait pas le même moment, parce qu'il y a quand même de l'humanité qui passe. Mais je pense qu'en effet, les présentateurs pourront être affectés, tout le monde pourrait être affecté. En fait, il y a aussi une problématique, mais qui est un peu sociétale, qui, même sur les sujets d'écologie, est hyper intéressante, qui est de se dire quel est le rôle du consommateur aussi là-dedans ? Où se situe l'exigence du consommateur de journalisme ? On ne peut pas tout dire que c'est au consommateur, s'il n'est pas content, il n'a qu'à aller voir sur Arte, et voilà. Mais il y a quand même un peu une responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme journalisme ? Quel est le projet ? C'est pour ça qu'il y a plein de médias qui se montrent, que Mediapart, mine de rien, réussit à rassembler énormément de monde, alors que c'est né dans son coin, Mediapart. Comment les gens, quel genre de journalisme est-ce qu'on veut en France ? Est-ce qu'on est exigeant ? Est-ce qu'on veut qu'on nous balance des infos en scrollant ? Est-ce qu'on veut que ce soit vérifié, doublement vérifié ? Ça aussi, le scroll. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois dans les transports en commun des gens qui regardent 3 secondes, 2 secondes ? Alors, je ne juge pas les gens parce que je suis moi-même dans mon lit à 23h, épuisé par mon fils, épuisé par ma journée à scroller comme un con sur mon téléphone. Donc, en fait, c'est pas les gens, c'est moi où je me dis que c'est complètement la cata. Ouais. J'ai même les réseaux sociaux, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Donc, tu es consommateur. Je suis méga bien sûr, moi, je suis pas plus intelligent que personne, je suis méga consommateur, mais journalistiquement, par contre, je fais hyper attention, mais c'est parce que j'ai mon vécu, que j'ai mon parcours et tout. Est-ce que ça ne nous rend pas moins exigeants d'avoir des petites choses comme ça qu'on zappe très très vite, sans aller dans le fond des choses ? Complètement. Mais même, je suis ravi de participer à une interview qui dure plus de 3 minutes, tu vois. Non, mais c'est clair. Là, je fais un documentaire de 52 minutes. Est-ce que les gens vont le regarder ? Je ne sais pas. Il y a toute une partie de la France qui est plus prête à se coltiner 52 minutes de vieux qui racontent leur vie. Il faut que ça tchaque, et il faut que ça tchaque. Je sais pas ce que ça veut dire. Scroll. Et c'est très compliqué, en effet. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire revenir un petit peu les gens dans quelque chose d'un petit peu plus... prendre le temps, justement, comme tu dis, avec ton slow journalisme Je pense qu'un programme décroissant sur 5 ans... Non, j'en ai aucune idée. Je sais pas, je suis même assez pessimiste sur le métier. Il y a des raisons d'y croire. Je suis pas du tout là pour faire la pub de certaines émissions ou de certains médias, mais quand on voit Mediapart, quand on voit... je t'ai parlé des pieds sur terre, quand je vois certains JT, quand je vois l'info locale, quand je vois ces choses-là, je me dis qu'il y a des raisons d'espérer, sauf que l'info locale, tu sais comme moi qu'on coupe les coups,
qu'on coupe tout, que les médias se battent pour exister, que les correspondances que je te disais à l'étranger, ils en chient en fait au quotidien. Du coup, ils arrêtent quand ils ne sont pas en dépression, ou bien ils sont en dépression, ils arrêtent. Mais oui, je pense que je suis un peu pessimiste sur l'avenir du métier parce qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir. Il y a la question de l'argent qui est partout. Est-ce que nos téléspectateurs vont déprimer? Mais il y a des médias qui existent, il y a des solutions qui existent et il faut y croire et encourager en fait ce qu'on trouve qualitatif. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle le consommateur, c'est-à-dire que si on va vers des médias qui nous plaisent parce qu'ils sont humains, parce qu'ils font bien le job et qu'on boycotte un petit peu les autres, peut-être que le modèle économique va changer et va peut-être prendre plus le temps d'aller au fond des choses. Mais il faut dans ce cas-là que les propositions soient à la hauteur. Et par exemple, il faut que certaines... on parlait des JT, des choses comme ça, il faut que ce soit à la hauteur et que les gens aient envie de venir. C'est pas que la faute des consommateurs. On va terminer en parlant de ta vie perso. Quand on est journaliste, quand on est aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la France, on peut avoir une vraie vie de famille. Tu es en couple, tu as des enfants. J'ai un enfant, je suis en couple, mais j'ai pas une vie de grand reporter. J'ai une vie, surtout maintenant que je fais du documentaire, qui se résume à des jours de tournage par-ci par-là. Mais la vie de reporter que j'avais un peu plus quand j'étais dans le news justement, je sais pas, moi je trouve ça génial. Je pense que c'est peut-être une vie pour quand on est un peu plus jeune, mais quand j'entends une Maryse Burgot ou quand j'entends un Omar Waman sur Radio France ou des reporters comme ça, en fait ils le vivent très bien et c'est une vie passionnante et on va à droite à gauche, il faut faire la part des choses et voilà. Mais moi c'est une situation de partir tous les 15 jours à droite à gauche que j'ai jamais connue. Ouais. Donc là, toi tu es plutôt en bon père de famille. Moi je suis plan-plan moi. Voilà, plutôt plan-plan. Slow journaliste, tu prends le temps. Ouais, bien sûr. Alors, écoute, c'est la séquence que le monde entier nous envie. C'est maintenant la séquence des questions de la table de chevet. Je vais te poser cette première question avant de dormir. Lecture sous la couette ou dernier coup d'œil à ton téléphone? Je crois que j'ai déjà la réponse. Oui, mais non. Quand je me motive, c'est le livre. Je lis beaucoup plus qu'avant, par exemple. Okay. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai théorisé pour lutter contre le scroll du soir. Gros dormeur ou insomniaque? Un gros dormeur. Ouais, t'as besoin de quoi, 8-10 heures? Et une fois de plus, un enfant en bas âge change un peu tout ça, mais j'ai besoin de 8 heures. Ah oui, Eric, j'ai besoin de 8 heures pour dormir. 8 heures, c'est vrai? Ouais. Donc, avec un enfant en bas âge, c'est compliqué, les 8 heures, sans s'arrêter. Il dort bien? Il dort très très bien. Ah purée, quelle chance. Le matin au réveil, bonne humeur incarnée ou plutôt ours ricoré? T'es comment? Bonne humeur. Ça m'énerve les gens qui sont de mauvaise humeur le matin et qui... En fait, ça c'est les gens... J'applaudis. C'est les gens où je me dis, si tout le monde se comportait comme ça, vraiment on se foutrait sur la gueule en 30 secondes. Ben oui. Donc voilà. Bon, vive les gens de bonne humeur le matin. Ta moitié, elle est comment? Parce que généralement dans le couple, il y en a toujours un des deux qui est ours ricoré. Non, il y a symbiose. Ton premier geste du matin, café ou téléphone? Café. Café. Okay. Ah non, tu scrolles pas de bon matin. Non, si, ça scrolle les mails, les messages dès le matin, mais gros café quand même. Et ta chambre, parce que ça dit aussi quelque chose de la personnalité. C'est plutôt rangé au carré ou joyeux bazar? Je ne peux pas mentir sur cette question. Je pense que j'ai changé avec les années, avec les réclamations de ma compagne. Ouais. Mais je pense qu'il y a une belle limitation du côté de l'un et du côté de l'autre, où c'est un peu le bordel de mon côté. Ouais. Bon, et on va terminer avec cette question qui est la question traditionnelle. Tu vas nous raconter maintenant l'anecdote la plus gênante qui t'est arrivée et que tu n'as jamais racontée ailleurs. J'ai 2 petites anecdotes. Je peux en raconter 2? Allez, on y va. Alors, ça commence en Italie. Je suis avec mon collègue Arnaud et on couvre un congrès d'extrême droite. Donc, il y a tous les leaders d'extrême droite européens qui sont là. Et c'est Salvini qui a invité tout le monde à l'époque. Et il y a Bardella, il y a Geert Wilders, il y a que du beau monde. Ouais. Et à un moment, Salvini va dans la foule, il harangue tout le monde. Et je suis là avec mon JRI, je lui dis vas-y, viens, on y va. Et puis on le suit. Et je ne sais pas pourquoi je commençais à dire ministre, ce qui n'a aucun sens de l'appeler ministre. Et je pensais qu'il ne se retournerait jamais. Il finit par se retourner, il me dit oui. Et j'ai eu aucune question. Tu as bugué. Et j'ai bugué complètement. Et donc ça, c'est un moment un peu gênant. Et l'autre anecdote un peu rigolote, qui a été un peu terrible à l'époque, mais c'est quand j'étais à BFM TV, il y a un post de blog d'ailleurs d'une dame qui a écrit un post là-dessus. J'étais en direct de la gare Saint-Lazare parce qu'il y avait un caténaire qui avait fondu et donc qui avait des problèmes de train.
Et j'ai passé une demi-journée à chaque direct à mentionner un problème de cathéter. Donc les cathéters ont fondu gare Saint-Lazare, les cathéters ont fondu gare Saint-Lazare. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La journaliste avec laquelle je bossais, je pense qu'elle m'écoutait pas vraiment parce qu'elle n'a rien noté. Mais je me suis fait appeler au bout de, je pense, de 3 directs où je me suis fait passer un sacré savon. Souvenir atroce. Voilà, je n'étais pas à l'hôpital, j'étais bien à la gare et c'était bien une caténaire et pas un cathéter. Ben, écoute, merci beaucoup de nous avoir livré et ces anecdotes et ton parcours et les coulisses des chaînes info et de ta façon aussi de voir le journalisme. C'était très intéressant merci de m'avoir invité. D'en parler avec toi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres confidences. Et d'ici là, si vous voulez approfondir, il y a ce livre, La fabrique des news, par Pierre Millet-Belando, qui était notre invité dans Confidence. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Eric.